mes aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bonsoir à tous. Je suis le docteur David Katalay, président de DDK Ministries Foundation. Je vous souhaite tous la bienvenue au cours de cette réunion de crise que nous venons de lancer par rapport à l'éruption volcanique qui est intervenue hier à la ville de Goma, en la République démocratique du Congo. Vous avez remarqué que je suis aujourd'hui habillé en treillis. C'est pour témoigner de notre soutien indéfectible à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a instauré un état de siège dans la ville de Goma et en Ituri pour que nous puissions recouvrer la paix dans cette partie de la République. Et aussi, c'est aussi pour témoigner d'un soutien indéfectible à nos forces armées congolaises qui ne ménagent d'aucun effort afin de lutter pour que la paix et la sécurité reviennent à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, qu'ils méritent tous nos respects et notre soutien indéfectible. Nous croyons que demain, l'avenir leur donnera raison. Sans plus tarder, j'aimerais d'entrée de jeu présenter les différentes personnalités qui vont participer avec nous ce soir. Donc, nous attendons l'arrivée de son Excellence, Madame la vice-première ministre chargée de l'environnement, Madame Eve Bazaïba, qui va bientôt se connecter avec nous. Nous attendons aussi l'arrivée de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le docteur Jean-Jacques Mbungani. Et nous saluons aussi la présence de Sa Majesté Fumu Difima Ntinu, le roi du Congo, grand chef coutumier Congo, président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, CONATEC, RDC Afrique, président de l'Union des autorités traditionnelles africaines, UATA, vice-président du Conseil des autorités traditionnelles d'Afrique, CONATA, ONU Femmes en charge de l'Afrique centrale, australe et orientale. Nous allons aussi avoir la participation de la reine-mère de la Guinée-Bissau, la reine Julie Congo, qui sera aussi avec nous. Nous allons aussi avoir la participation de son Altesse royale Mahafale de Madagascar, princesse Zoandernini et Lakovelo Etsiola Etibazaane, présidente fondatrice nationale de la Fédération des communautés royales et traditionnelles du Madagascar, FCRTM. Nous allons aussi avoir la présence, nous saluons aussi la présence du fondateur Eguchi Béanzin, qui est le président fondateur de la Ligue de défense de Noire africaine, qui est ici avec nous. Et nous saluons aussi la présence de tous les membres de DDK et M. Emmanuel qui est là avec nous, et le président Pierre qui est là. Je vois Madame Isabelle, je vois la coordonnatrice, Madame la présidente Sylvie Etienne qui est là. Je vous salue tous ce soir. Donc, nous attendons encore les personnes qui ne sont pas encore connectées par faute de connexion, et surtout les personnes qui sont au niveau de l'Est de Goma. Je pense à notre secrétaire général, M. Raphaël, qui va aussi participer avec nous dans cette réunion. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de pouvoir faire cette réunion de crise pour analyser la situation qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, et surtout l'éruption volcanique qui est intervenue hier dans la ville de Goma, qui a amené la population à l'exode rural, à se déplacer sans vivre, avec des femmes, avec des enfants, dans une précarité atroce, sans soutien. Nous voulons analyser cette situation et essayer de pouvoir trouver des pistes de solutions afin que nous puissions aider cette population à éradiquer de manière définitive ce genre de problèmes.
Et aujourd'hui, nous allons avoir la participation même de la pastorale congolaise de France, qui va être représentée par le docteur Levi Walelou Jackson, qui va bientôt nous rejoindre. Nous avons voulu mettre ensemble toutes les forces vives, que ce soit les leaders traditionnels, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les activistes des droits de l'homme, que ce soit les acteurs humains et communautaires. Nous voulons que toutes les forces soient unies ensemble pour que nous puissions nous mettre la main dans la main pour aider ces populations vulnérables, car l'Afrique doit gagner et l'Afrique doit se relever. Voilà pourquoi j'aimerais ce soir que nous puissions analyser cette situation et donner des pistes et des solutions pour que nous puissions aider ces personnes. Et au bout de cette réunion, nous allons mettre en place une équipe stratégique qui va être diligentée par un représentant que nous allons nommer ce soir au cours de ces forums, qui va diligenter une enquête sur place là-bas à l'est de la République démocratique du Congo. D'ici les 2 semaines qui suivent, nous allons faire une délégation où nous allons descendre pour nous imprégner de la situation qui se passe là-bas, essayer de pouvoir tirer la sonnette d'alarme pour trouver les solutions pour résoudre les problèmes qui persistent encore à l'est de la République démocratique du Congo. Donc voilà un peu, j'aimerais passer la parole à Sa Majesté, à tout Seigneur, tout honneur, Majesté Difima qui est là avec nous pour qu'il puisse nous donner déjà ses impressions par rapport à ce qui s'est passé hier. Et comme c'est le chef de terre, c'est le roi qui puisse un peu nous donner des orientations à partir de leur connaissance, leur souveraineté en tant que roi et aussi propriétaire des terres. Vous avez la parole, Majesté Difima. Oui, merci beaucoup, Dr David, pour cette opportunité ou cette initiative d'ailleurs de lancer quelque chose d'urgence par rapport à la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, où je suis et d'où nous émanons. Il est évident qu'en ces moments, les populations ont besoin d'entendre un son de soutien, un son d'accompagnement. Et ici, je voudrais suivre Son Excellence Madame le ministre de l'Environnement qui sera l'hôte pour effectivement pouvoir accompagner. Mais d'ores et déjà, c'est vous féliciter de cette initiative. D'ores et déjà, c'est encourager tous ceux qui nous suivent de nos provinces de l'Est, spécialement le Nord Kivu, qui est en état de siège. Le Nord Kivu qui actuellement est à la recherche de la paix, à la recherche des solutions appropriées pour que cette population puisse fuir le massacre, pour que cette population puisse protéger la vie. Parce que dans nos traditions, il est clair, la vie est sacrée. Et dans cette logique, il est de notre devoir d'encourager le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous considérons être la première autorité coutumière, notre président d'honneur, pour ces soucis qu'il s'est donné de trouver une solution. Je voudrais peut-être par la même occasion, tout en comprenant peut-être certaines réactions qu'on peut appeler diplomatiques, mais c'est inviter les pays voisins à bien vouloir se solidariser à la cause de la RDC, parce qu'il est vrai qu'on peut réagir diplomatiquement en dénigrant certains faits ou en niant ou en évitant de confirmer ce qu'ils ne peuvent pas confirmer officiellement, mais du moins conscient qu'en RDC, l'Est a été déstabilisé depuis 1994, comme ils le reconnaissent eux-mêmes avec l'opération turquoise. Ils savent que le Grand Nord Kivu a subi des affres pour avoir été hospitalier à tous ces mouvements de masse qu'on a connus pendant ces mouvements de la guerre du Rwanda entre les forces rwandaises, le Hutu, Tutsi et tout ce qu'on a subi. Et depuis, la RDC, dans sa partie Est, n'a jamais eu de paix.
si ce n'est des rébellions qui naissaient à gauche, à droite, des milices qui ont déstabilisé jusqu'à nos jours. Rajouter à cela toutes ces forces des rébellions ou des miliciens qui nous viennent des autres États, l'Ouganda et consorts, et qui déstabilisent encore à fond. Aujourd'hui, un état de siège, c'est pour apporter la paix. Un état de siège, c'est pour s'assurer que les rapports continentaux vont être garantis dans son application, celle qui est de ramener la paix dans la région de Grand Lac et de ramener la paix dans l'ensemble des États. Et donc, on ne peut pas accepter qu'on puisse dénigrer ou simplifier les équations qu'il y a à l'Est, quoi que soient les rapports diplomatiques ou les langages diplomatiques. Et ça, je crois qu'il est vrai que personne n'a accepté les discours du président Kagame, je dis diplomatique soit-il, mais cela ne peut pas arranger nos populations, ne peut pas nous arranger, nous, les autorités traditionnelles qui considérons que l'essence de l'humanisme que nous attendons n'a rien à voir avec les discours diplomatiques. Aujourd'hui, il y a un volcan qui sort en éruption, ça veut dire les populations sont en débandade, ils sont sans information, ça va dans tous les sens, pire que des crépitements des balles. Parce qu'à la limite, quand il y a encore des crépitements, les populations savent encore un peu où aller se cacher en entendant. Mais quand il y a éruption volcanique, on ne connaît pas la largeur, la longueur que suivra ces larves, la chaleur que cela donnera. Et donc, en souvenir d'il y a 20 ans de ce qui s'est passé, les populations vont vouloir se mettre à l'abri. Mais où? Dans les pays voisins, à gauche, à droite. Alors, quel apport aurons-nous de ces pays en même temps qui ne veulent pas reconnaître les massacres, mais qui en même temps doivent aussi recevoir ces populations parce qu'humanitairement, ils n'ont pas autre choix. Et donc, ici, nous allons parler de ça. Et j'aimerais ici inviter tout le monde à rester solidaire, à avoir cette compassion, et surtout aux chefs coutumiers qui nous suivent, chacun dans son entité respective, de bien vouloir garder le calme, garder leur sérénité et sécuriser les populations, les enseigner à rester calmes pendant que le gouvernement trouve des solutions. Mais le plus difficile sera l'humanitaire. Comment vont-ils vivre? Comment vont-ils se nourrir? L'au-delà qui sera peut-être dans les souffles. OK. Merci beaucoup, Majesté, pour cette intervention brillante. J'aimerais directement passer la parole à M. Eguchi Beanzin, qui est ici avec nous. Je salue ta présence et ta participation. C'est le président fondateur de la Ligue de défense noire africaine. Je crois que c'est lui qui porte le mieux cette étoffe de pouvoir défendre la communauté et la couleur noire africaine parce que c'est le président fondateur de la Ligue noire africaine. J'aimerais avoir son point de vue par rapport à ses frères, à cette communauté qui est en train de périr à l'est de la République démocratique du Congo, à Goma. Monsieur Gucci, vous avez la parole. Monsieur Gucci Beanzin, si vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. D'accord, c'est parfait. Est-ce que là, on m'entend? Là, on t'entend très bien. D'accord, donc je disais, je salue au passage tout le monde, mes camarades, les frères qui sont là. Je salue David Katalaï pour l'invitation. Et au passage, je fais mes salutations à Madame Sylvie, ici présente, et d'autres personnes qui sont en ligne. Voilà, moi c'est Eguchi Beanzin, je suis leader fondateur de la Ligue de défense nord-africaine. Et avant de prendre la parole, je tenais vraiment à rendre un hommage aux populations du Congo, aux populations surtout de Goma et à la population africaine, parce que je pense que ce qui se passe en ce moment à Goma est très grave, parce que comme vient d'expliquer Sa Majesté, quand il y a des balles, on sait au moins où se cacher. Mais là, c'est une éruption volcanique, la nature reprend ses droits. Donc, l'urgence pour nous, c'est de savoir comment on pourra ensemble coordonner, venir en aide, apporter une aide à nos frères et sœurs, ces femmes, ces enfants, ces hommes
qui sont en train de tout perdre, qui sont déplacés, pour voir comment on pourra coordonner ensemble de l'aide, porter chacun de notre part, au nom de nos organisations, l'aide très rapidement à la population, mais surtout une aide panafricaine, une aide africaine, avant même que nos États puissent de l'aide aux Occidentaux, de faire les choses. Nous avons la capacité, nous avons les moyens, le reste n'est que question de volonté. Très bien. Merci beaucoup, M. Gouchi Voilà. Béhanzin, président fondateur de la Ligue noire africaine. En tout cas, merci pour ta présence. Nous avons notre secrétaire général, M. Raphaël, qui vient de se connecter. Et nous allons lui passer la parole pour qu'il nous passe, comme lui, il est présentement à Goma, il est parmi les victimes, qui nous donne un peu la lecture de ce qui se passe, ce qui s'est passé déjà hier jusqu'à aujourd'hui, et qui nous fasse un peu l'état des lieux de la situation pour que nous puissions avoir un peu, nous imprégner un peu de la réalité de ce qui se passe là-bas. Monsieur Raphaël, vous avez la parole. Je vois qu'il a du mal à se connecter. Alors, je vois que nous avons la présence de Son Altesse Royale Mahafale qui est là avec nous de Madagascar. Mes respects, Altesse. Si vous pouvez ouvrir le micro. Voilà. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, Votre Altesse. Si vous pouvez vous présenter et puis nous donner votre point de vue par rapport à ce qui se passe à Goma, par rapport à l'éruption volcanique. Vous avez la parole, Altesse. Bonjour à tous. Madame la princesse Jouendien Niela Couvé, je suis la présidente nationale et fondatrice de la Fédération des communautés royales traditionnelles de Madagascar. Je suis Niara Mioul. Je suis de tout cœur avec vous. Je suis de tout cœur avec vous, avec les populations qui sont péries. Voilà mon interprétation. Voilà mon interprétation. Bonjour à tous. Je suis l'interprète de Son Altesse Royale, la princesse Jouendien Niela Couvé. Ok, allez-y, on vous écoute. Miara mihory amin'ny vahoaka amin'ny zavatra nahazo azy izao au nom des fédérations, au nom des pays traditionnels coutumiers de Madagascar. La princesse a tenu à tout cœur avec les gens qui sont péris au nom de la fédération et au nom de tout le royaume de Madagascar. Etoria de maneho ny fiarahamin'olo sady misaotra mankasitraka oria miarahabantsika rehetrarehetra nanasa nampandray anjara Madagascar amizao vona mahazotsika zay maneho les féodalités antsika ty pays africain. La princesse voulait vous remercier pour la participation de cette visioconférence, et étant donné que c'est une éruption, qui s'est redéroulée. Donc, elle va vous apporter son point de vue par rapport à ce qui va se passer. De voloholo eto Madagascar ifampiresaka reto princesse amin'ny coutumier amin'ny traditionnel mba hijerena izao vona mahazo havatsika amizao. Izao no fotoana anehoantsika hory aty amin'ny coutume traditionnel aty Afrique hitambatra raha amin'ny zavatra ohatran'izay maneho ny mahampandraka tsy mahasefo traditionnel atsika. Princesse voulait dire que c'est le moment que nous puissions faire quelque chose. Et Madagascar est prêt à venir en aide aux gens, et aussi celle des gens qui sont de l'autre côté. Et en plus,
aujourd'hui, c'est le moment que nous puissions mettre nos solidarités en marche Toute la coutume des traditionnels d'Afrique. pour que cela va aboutir à une chose bien sérieuse. Je voulais satravetsaka oriha dimrara atsika de mbola mandray anjara fitenena ihany mbola malalaka koa rehefa baka. Oui. Présence voulait dire que l'urgence, c'est de savoir comment faire venir en aide plus rapidement aux gens. Et elle voulait aussi vous remercier tous pour cette vision conférence. Et vous remercie. Merci beaucoup, Majesté. Merci beaucoup, Majesté, pour votre aide et votre disponibilité à nous soutenir et à soutenir vos fils et vos filles d'Afrique. Nous faisons tous partie de la même patrie mère, l'Afrique, et c'est notre sang qui est en train de couler là-bas. Et je crois qu'aucune mère ne peut laisser une telle situation sans intervenir. Nous vous sommes vraiment reconnaissants et nous vous disons merci. Nous allons vous transmettre tout à l'heure les voies et moyens par lesquels vous pouvez nous venir en aide et surtout pour que nous puissions établir cette commission qui va être mise en place tout à l'heure pour que nous puissions faire cette descente sur place, sur terrain, pour nous imprégner réellement de dégâts qu'il y a sur place et voir dans quelle mesure nous pourrions venir en aide tant soit peu. Merci beaucoup d'avance pour ces soutiens et cette disponibilité. Alors là, nous attendons que Madame la vice-première ministre puisse entrer et j'aimerais demander à Monsieur Emmanuel Imhotep qu'est-ce qu'il peut donner comme conseil par rapport à ce qui se passe à l'Est et par rapport à à ces drames qui s'est passé et quel est son point de vue par rapport à tout ça. Monsieur Emmanuel, vous avez la parole. Et ouvrez votre micro, s'il vous plaît. J'ai dit bonjour. Bonjour. Et je suis très compatissant avec mes frères et ma famille congolais qui sont affectés par ce drame. Et en ce sens, je pense que il y a des structures sur le plan international pour pouvoir apporter des aides avec les autorités locales. Et en ce sens, dans les cadres qui sont là. Et c'est bien aussi à travers la volonté, et je peux dire patriotique, des sociétés civiles et des frères africains, surtout dans les diasporas, pour pouvoir apporter leur aide avec nos frères et sœurs qui est affecté par ce drame, je peux dire que c'est un drame et qui est naturel. Mais par contre, qui a besoin aussi de prendre ça au sérieux pour structurer les choses. Et j'attends le ministre de l'Environnement, c'est pour cela que je pense, comme vous me passez, mais j'attends le ministre de l'Environnement et prendre la parole parce que j'ai des questions aussi à poser, parce qu'il y a des structures accompagnées avec des cas ministries pour accompagner ces habitants sur place à travers des premiers secours et des aides humanitaires. Merci. D'accord, merci beaucoup. Alors, Monsieur Raphaël, si vous m'écoutez, si vous pouvez prendre la parole pour nous donner un peu l'état des lieux de la situation qui se passe là-bas à Goma actuellement. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai effectué une visite de monitoring sur la zone affectée par la coulée de lave. En fait, c'est depuis hier soir, entre 18h30 et 19h, heure locale ici à Goma, que Goma a été sous une panique suite à une flamme venue du cratère des montagnes volcaniques de Virunga. Alors, la flamme a mis toute la population sous une panique et la population était dans une débandade qui n'a pas dit son nom. Vous savez, la soirée au niveau de Goma, au niveau de Nyiragongo, c'est un temps où les familles se ravitaillent, cherchent à manger dans les petits kasoko, dans les marchés, et les autres quittent la ville vers leur domicile. Alors, cela a
mis toute la population dans une débandade et beaucoup d'enfants se sont séparés de leur famille du fait que les parents étaient au marché en train de vendre quelque chose pour subvenir aux besoins. Et les enfants ont pris une destination et aussi, vous allez comprendre, les parents aussi ont pris leur destination. Cela a fait à ce que, comme conséquence, il y ait vraiment des familles qui se séparaient de leurs enfants. Soit c'est le papa qui était en ville, il prend une destination et la maman au marché prend une destination. Les enfants étant à la maison, ils prennent aussi une autre destination. Alors, c'est un peu ça l'état des liens maintenant. Comme conséquence, il y a eu perte de maisons de la population locale. Ils ont perdu leurs toits, leurs abris sont vraiment partis en fumée, engloutis par la lave. Il y a aussi les réseaux qui desservaient l'eau, la partie nord. Pourquoi la partie sud du territoire de Nyiragongo et la partie nord de la ville de Goma, la structure qui servait cette partie en a été engloutie aussi par cette coulée de lave. Il y a comme dégâts humains, il y a 6 personnes qui ont été englouties par cette lave et la majorité de ces personnes sont des personnes âgées. Et pendant que la population était à débandade, il y a eu 6 personnes, il y a eu 2 incidents de circulation, puisqu'il y a ceux qui avaient des véhicules qui ont pris la population voulant les assister pour prendre la destination de Sake. Il y a 6 personnes qui sont décédées suite à un accident de circulation au niveau du quartier Ndosho, dans la commune de Karisimbi. C'était un véhicule marque Fuso qui s'est renversé sur un endroit qu'on appelle Roasama. Mais pendant qu'un autre véhicule était déjà avancé dans le territoire de Massissi, il y a eu un jeune homme qui est décédé aussi suite à un accident de circulation à un pont qui voulait traverser pour aller vers Massissi. Alors, le Fuso est tombé dans un pot. Alors, il y a aussi des blessés suite à ces mêmes des accidents de circulation. Il y a eu plus de 35 personnes qui ont été blessées et qui seraient vraiment prises en charge dans les 2 structures indiquées par le gouvernement provincial, notamment l'hôpital CBK Ndosho et aussi l'hôpital provincial du Nord Kivu. Jusque-là, par rapport au nombre d'enfants séparés et le nombre d'enfants non accompagnés, on a difficile à établir un bilan global par rapport aux enfants, puisque c'est hier tard dans la soirée que le Rwanda a ouvert l'entrée à la population. Et là, il y avait vraiment une foule de la population, inclus les enfants qui sont sans enfants aujourd'hui. Jusque-là, le nombre de ménages qui ont traversé jusqu'au Rwanda, jusqu'à 15 heures, c'est 3000 ménages. 3000 ménages. Et du côté de Sake, toute la population a regagné la ville, puisque jusqu'à ces 19 heures, il y avait vraiment la population qui continuait à rentrer dans la partie centre, la partie nord et la partie sud de la ville de Goma. Alors, sur le plan environnemental, comme conséquence, il y a l'écosystème Je vois que M. Raphaël, il a un problème, un souci de connexion. Son micro s'est coupé et M. Raphaël, vous êtes là?
Alors, je vois M. Eguchi Beyanzin qui demande la parole. Le temps qu'il revienne, nous passons la parole à M. Eguchi Beyanzin. Monsieur le fondateur, vous avez LDNA, vous avez la parole. Si vous pouvez ouvrir votre micro, M. Beyanzin, Eguchi. Effectivement. Oui, je viens d'écouter tout de suite le direct de ce que le frère vient de nous apporter. Ça confirme que la situation est très grave et que j'espère vraiment qu'à la fin de cette réunion, l'objectif, pour la Ligue de défense nord-africaine que je représente, est qu'on trouve une solution très rapidement pour qu'on déclenche une aide d'urgence aux populations locales. Très bien. Alors, sans plus tarder, j'aimerais juste... Ah, M. Raphaël est en train de revenir. Après l'intervention de M. Raphaël, nous allons tabler sur les pistes de solutions et pistes de sortie de cette crise. M. Raphaël, vous avez la parole si vous m'entendez. Monsieur Raphaël, si vous êtes là, vous avez la parole. Oui, je disais par rapport aux conséquences environnementales, il y a vraiment l'écosystème, puisque sur la coulée, le passage des magmas, il y a... Allô? Oui, on vous écoute. Où il y avait vraiment des champs de paisibles populations qui étaient en train de se reconstituer, à majoritairement de retourner et de déplacer, engloutis par la lave. Il y a un risque d'épidémie, puisqu'il y a des conséquences sanitaires aussi qui s'en suivent. Comme la population est desservie à eau, vraiment c'est un problème au niveau économique. Il y a vraiment accentuation de traumatisme, une conséquence sociale, accentuation des situations de traumatisme de cette même population dont le nombre n'est pas vraiment apprécié par rapport à cette éruption. Il y a aussi des structures d'intérêt public comme environ 16 écoles primaires et secondaires. Il y a 33 structures de soins et environ 50 églises qui ont été englouties par cette coulée de lave. Il y a aussi plusieurs entreprises familiales, communautaires qui ont été vraiment engloutis par cette même lave, cette coulée de lave. Alors, il y a, je crois m'arrêter d'abord par là en attendant les pistes de solutions que j'ai appréciées et qu'on peut envisager pour la suite, et en fait d'aider cette communauté à se relever dans un bref délai. Voilà un peu. Merci beaucoup, M. Raphaël. Je rappelle que c'est le secrétaire général de DDK Ministries Foundation qui est basé à Goma et ils ont été parmi les victimes de cette éruption volcanique. Voilà pourquoi ils parlent avec émotion. Et c'est une interpellation qui nous touche tout le monde, tous, et nous avons intérêt à nous mobiliser maintenant pour que nous puissions venir en aide à ces populations vulnérables. Alors, pour répondre à l'appel ou encore au souci de notre ami et allié, notre frère, M. Eguchi Beyanzin, je crois que nous pouvons déjà mettre en place ces comités qui doivent faire les déplacements d'urgence rapidement à Goma pour s'imprégner des réalités de ce qui se passe sur le terrain et de pouvoir aussi bien identifier le besoin que nous pouvons apporter de manière concrète sur place. Et j'aimerais proposer justement M. Eguchi Beyanzin comme le président de ce comité qui doit faire mener cette équipe rapidement sur place à Goma, comme c'est lui le fondateur de la Ligue noire africaine. Je crois que ça lui revient de droit qu'il puisse être le président de ce comité
pour qu'il puisse mener cette mission avec la petite équipe que nous allons mettre sur place. Est-ce que M. Gouti Béanzin, est-ce que vous êtes d'accord pour cette proposition? Monsieur Gouti Béanzin, fondateur LDNA. Ok, c'est bon. On m'entend? Oui, on t'entend là maintenant. Je disais qu'effectivement, nous sommes très ravis de la proposition parce que là, l'heure n'est plus à discuter, mais il faut vraiment qu'on puisse déclencher une aide d'urgence très rapidement à la population, le temps que les gouvernements ou l'Union africaine ou les États africains puissent se décider. Mais nous, les organisations panafricaines et à la Ligue de défense nord-africaine, avec vous, les autres organisations, nous sommes déjà prêtes à déclencher quelque chose. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais m'adresser à Fumu Difima, qui est le propriétaire des terres. Nous allons faire descente là-bas avec l'équipe qui va conduire M. Gouti Béanzin pour nous imprégner de la situation, mais nous avons besoin de l'accueil traditionnel. Si vous pouvez disposer les terres pour que vous puissiez nous recevoir et aussi nous accorder votre bénédiction afin que nous puissions faire le travail sous la protection et la bénédiction des chefs, de rois et aussi de nos pères. Vous êtes nos pères et nous demandons juste à ce que nous puissions nous soumettre à votre haute sagesse pour que vous puissiez nous accorder la terre. Et lorsqu'un roi ne crache pas sur la terre pour te souhaiter la bienvenue, tout ce que tu vas faire ne va pas aboutir. Donc, nous venons vers toi, Majesté, pour que vous puissiez nous accorder votre bénédiction et votre accord pour que nous puissions venir sur votre territoire et faire le travail que nous sommes en train de vouloir faire. Oui, je salue par la même occasion Ebouti. Je l'ai vu il y a longtemps à Addis Abeba, je crois. Oui, Addis Abeba. J'ai suivi vos différentes interventions sur certaines situations d'Afrique. J'ai toujours dit que vous avez notre appui. Et tant que c'est pour rappeler aux différents continents que le continent africain existe et qu'il a des valeurs et des vertus qu'on doit protéger et qu'on n'est plus à l'époque des règlements de compte entre les continents, on est à l'époque du recadrage des relations entre les continents, du respect mutuel pour que effectivement nous puissions tous vivre dans un monde qui soit bénéfique à tout le monde. Je crois que c'est un combat que je mène, donc j'apprécie en douceur ces combats que nous devons approcher. Et donc ici, je voudrais, comme je dis, saluer l'action qui est bonne. C'est un souci que nous avons tous de nos populations, mais toute ma compassion aux familles qui ont perdu les leurs, comme vient d'expliquer le correspondant qui est sur place à Goma. Je voudrais par la même occasion d'ailleurs encourager le grand chef coutumier de Nirangongo, qui, je vis dans son rapport aussi, avoir perdu quelques-uns. Et nous sommes tous ensemble. C'est une solidarité nationale, c'est une solidarité africaine, c'est une solidarité mondiale. C'est un fait naturel qui vient de se présenter, qui nécessite une solidarité des efforts de tout un chacun. C'est un cas humanitaire qu'il faut prendre à bras le corps. Il est vrai que la contribution de tous les Africains des partout où ils sont, telle que vous êtes en train de le faire, ne peut qu'être la bienvenue. Au niveau du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, je souhaiterais que vous puissiez me saisir officiellement par écrit pour que je puisse voir avec les institutions locales, nationales et provinciales ce qui est approprié et qui nécessite effectivement un accompagnement du gouvernement de la République, des institutions établies, de façon à ce que tout puisse se faire dans les normes et qu'il y ait un accueil approprié par rapport aux normes réglementaires. Et donc, je suis là, je vous connais vous tous, vous serez les bienvenus, et vous êtes chez vous, l'Afrique c'est chez vous, les Congos c'est chez vous, et je suis là avec et ma fonction de président Afrique et ma fonction de président RDC. Je crois qu'en cumulant les deux, nous pourrions vous assister dans toutes les actions que vous voudrez entreprendre au niveau Afrique, telle la RDC qui fait partie de cette Afrique également. Et donc, j'attendrai que vous puissiez, vous qui êtes de ces côtés-là dans ces soucis,
voir les choses très vite avancer, mettre en place rapidement une commission d'apport humanitaire au niveau des catastrophes de Goma. Et sans oublier que nous sommes dans une province à siège qui voudrait que certaines sensibilités puissent se suivre avec le gouverneur. Dès que je suis saisi, je vais saisir le gouverneur, je vais saisir les institutions appropriées. Dans cette perspective, je crois que nous pourrions alors rapidement assister. Je dis, beaucoup sont en débandade. Goma, quand il y a ce genre de fumée, la première des choses, c'est que les lacs déjà deviennent infréquentables parce qu'il y a autant de soufre qui font même craindre des explosions. Et donc, l'eau potable commence à créer problème. Goma vit de son petit commerce. Dans ce genre de situation, ils sont déjà asphyxiés avec ces histoires d'agression et de déstabilisation. De quoi ils vont manger quand la communauté internationale est parfois aussi en retard dans certains accompagnements? Il faut que les locaux prennent la situation en main. Mais ces locaux, ils vont agir par rapport à qui? Par rapport à cette solidarité des locaux extérieurs, tels que nous le faisons actuellement, qui peuvent apporter, donc sensibiliser le plus que vous pouvez. Je suis là, nous allons vous couvrir. Saisissez-moi rapidement en mettant en place une commission dans laquelle, effectivement, nous aurons la partie congolaise en termes de suivi et nous mettrons les choses appropriées. Docteur David, courage, mais j'aimerais savoir pourquoi vous avez porté la tenue militaire. Je ne vois pas son sens par rapport à ces combats. Nous ne sommes pas dans un combat militaire. J'aurais bien voulu que vous puissiez porter la tenue humanitaire. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Majesté. Lorsqu'un roi parle, on s'incline. Je m'incline et je ne peux même pas parler. Je comprends que vous voulez être au combat comme Gucci, qui dirait « je mets la tenue parce que je vais aller casser partout ». Mais dans un terrain à siège, dans des gens de situations comme ça, les couleurs sont toujours tendancieuses et l'interprétation est tendancieuse également. Alors, il y a des choses qu'il faut éviter. Mettez-vous en humanitaire pour que ça puisse nous éviter des explications. Voilà. Merci beaucoup, Majesté. Ouais, alors, je crois que nous allons revenir à M. Raphaël pour qu'il nous donne un peu rapidement les pistes de solutions qu'a pris le gouvernement sur place et quelles sont les pistes de solutions qu'eux, ils ont préconisées en tant que population qui sont victimes et qui sont en train de vivre ces atrocités, ces désastres qui est en train de se passer là-bas sur place. Vous avez la parole, M. Raphaël. Oui, merci. En termes d'action déjà entreprise, il y a une réunion qui a été tenue, présidée par le gouverneur militaire. Je n'ai pas pris part puisque j'étais un peu loin à Kibati là-bas. La réunion a consisté à évaluer d'abord les besoins de cette communauté. Mais je vais vite définir quelques activités. Il y a, parmi les victimes de ces catastrophes, il y a les personnes à risque. Les personnes à risque, là, je vais vite dire les personnes handicapées qui ont difficile. Je crois que M. Raphaël a encore un problème de micro. Est-ce que vous êtes là, M. Raphaël? Bon, le temps qu'il nous revienne, nous allons prendre à chaud pratiquement quelles sont les pistes de solutions que nous sommes en train de préconiser pour la sortie de cette crise. Et s'il y a une personne qui veut intervenir, et après je vais, M. Goutier Béanzin, vous avez demandé la parole, vous avez la parole. Si vous pouvez ouvrir le micro. Oui, c'est bon. Est-ce que tout le monde, le son est parfait, mon micro? Voilà. Oui, ça va, c'est bon. J'aimerais encore une fois dire, au nom de la Ligue de défense nord-africaine, que je suis prêt avec, s'il le faut, même tout seul ou avec les personnes qui m'accompagnent, à descendre sur le terrain, parce que je crois fortement, et je le dis, et c'est ce que je prêche,
que quand il y a une urgence sur les terres africaines, il faut d'abord que les organisations panafricaines puissent déclencher une solidarité. La lutte que nous menons ne doit pas seulement s'arrêter à la lutte politique contre le franc CFA. Ça doit être aussi une lutte, comment dire, humaine, solidaire, pour qu'on puisse ensemble créer une chaîne humaine pour venir en aide à nos semblables, à nos frères et sœurs, à ces personnes handicapées qui sont coincées en ce moment à Goma, pour leur venir en aide. Donc, moi, de mon côté, je peux décaler mon agenda si possible et me rendre à Goma le plus rapidement possible, une fois que Sa Majesté reçoit la demande, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire les choses proprement. Très bien. Merci beaucoup, M. Gouti Béanzin. Et je crois que nous allons rapidement constituer cette équipe que vous allez diriger et ramener sur place. Et nous allons déjà ce soir préparer le courrier pour Sa Majesté afin qu'il puisse s'imprégner aussi des dispositions pratiques pour accueillir et laisser l'équipe travailler sur place et aussi l'accompagner partout. Il va faire ses démarches là-bas à Kinshasa et aussi à Goma. Et je crois aussi que nous allons aussi attendre que Madame la vice-première ministre arrive parce que nous avons des questions que nous voulons lui poser par rapport à cette éruption volcanique où la population n'était pas prête. Et on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que les sismologues avaient pris soin de pouvoir annoncer ou préparer la population par rapport à ce genre de drame? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que la population soit surprise par rapport à ce qui s'est passé et quelles sont les dispositions qu'ils ont prises pour que ce genre de choses ne se répètent plus dans l'avenir. Et nous avons aussi des questionnements par rapport à la communauté internationale qui est représentée chez nous par rapport à la MONUSCO, qui aujourd'hui génère près de 23 000 casques bleus et qui sont tous concentrés à l'est, à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous disons que les 23 000 casques bleus, ils sont là, mais nous avons toujours l'insécurité qui bat son plein et nous avons toujours des incursions de rebelles qui sont toujours là. Mais nous avons pensé et nous avons voulu aussi proposer à ce que ces casques bleus, qui sont au nombre de 23 000, qu'on puisse pratiquement affecter ces fonds peut-être pour la mise en place des équipes de sismologues qui peuvent, n'est-ce pas, faire leur travail parce qu'il y a des volcans qui sont sous place et qui puissent prendre des dispositions pour que ce genre de choses ne se répètent plus. Donc, voilà un peu toutes les préoccupations et les questions que nous avons par rapport à la vice-première ministre. Monsieur Raphaël, vous êtes là. Si vous pouvez répondre, la parole est terminée. Oui, merci bien. Je disais par rapport à une distribution de vivres aux personnes plus à risque. Là, je citais les personnes âgées, les personnes handicapées et les orphelins de ces catastrophes naturelles. Mais à part ça, il y a aussi envisager les questions de recherche familiale et de réunification des enfants non accompagnés et séparés, auxquels nous devons accompagner par des recherches familiales, puisqu'il y a deux sites. Il y a le site de Gisenyi et le site de Sake, où nous devons cibler pour chercher les enfants disparus et qui se sont séparés avec les membres de leur famille. Et en deuxième lieu, il y a la prévention, comme vous avez dit quand vous vous adressez à Sa Majesté, les actions de prévention des conflits fonciers. Vous savez, avec les comme ça, il y a des politiciens qui s'accaparent toujours des terres et des paisibles populations puisqu'ils n'ont pas de titres fonciers. Mais avec des actions de prévention, de sensibilisation, peuvent aider cette paisible population à garder leurs terres, puisque même avec les actions un peu lointaines là, on peut envisager des actions de plaidoyer qui viseraient à délocaliser cette population vers un autre site. Et cela passe par les gestionnaires de terres qui est le gouvernement, par l'autorité coutumière.
Voilà un peu les actions urgentes qu'il faut mener. Mais aussi, il faut aussi envisager une prise en charge médicale de cette population sinistrée, puisqu'il y a ces structures sanitaires qui ont été englouties. Et pour se soigner, cette population va se déplacer à plus de 3-4 kilomètres pour se soigner. Voilà un peu les quelques actions urgentes qu'il faut mener, auxquelles vont s'ajouter les actions un peu durables pour prévenir ce qui est arrivé hier. Voilà un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Raphaël. Et ça rentre dans les missions qu'aura le président de la commission, M. Gouti Béhanzin, par rapport à toutes les cahiers de charges qu'il aura à remplir là-bas quand il va faire sa descente et de la délégation sur le terrain. M. Gouti Béhanzin, vous avez demandé la parole. Vous avez la parole. Ouvrez le micro, s'il vous plaît. Oui. Donc, j'ai pris note des informations nécessaires que le confrère vient de nous transmettre sur l'urgence nécessaire à Goma. Et comme tu viens de dire, effectivement, ça fait partie des cahiers de décharge, des choses à remplir quand nous serons directement sur le terrain avec l'équipe que nous allons composer pour venir en aide à la population. Et surtout, pour Madame la vice-ministre, la question, tu l'as répété, je tiens à préciser que de notre côté, et je pense aussi de votre côté, et surtout la population, nous, on veut savoir, est-ce qu'il y avait une surveillance de ce volcan? Et si oui, pourquoi la population n'a pas été évacuée avant l'éruption volcanique? Voilà, c'est des questions auxquelles on aimerait bien, si possible, avoir une réponse. Voilà, si je peux répondre. Oui, vas-y, réponds, M. Raphaël. Oui, c'est depuis 2017 qu'il y avait vraiment un plan de contingence mis en place par les gouvernements provinciaux. Mais le plan a connu beaucoup de problèmes dans la mise en œuvre de ces plans-là. Là, je vais expliquer les défis à deux niveaux. Il y a les défis sécuritaires. Vous savez, le volcan se trouve au niveau du parc de Virunga, qui est vraiment sous une insécurité qui parle son nom. Là, puisqu'il y a les derniers incidents, il y a l'ambassadeur italien qui a été assassiné en plein parc. Et c'est là où il a été assassiné qu'il y a eu coulé de lave qui se dirigeait vers le Rwanda. Il y a la problématique de FDLR dans cette zone. Cette situation fait que l'observatoire volcanologique qui est à Goma ne puisse pas effectuer des descentes vraiment régulières sur terrain en termes des actions de surveillance des mouvements du volcan. Ça, c'est à un niveau et un aspect de la problématique de surveillance de ces volcans. Il y a aussi la problématique de prise en charge. On est un peu surpris puisque l'OVG reçoit des fonds des donateurs. Dernièrement, il y a le gouvernement hollandais et le USAID, je crois, qui a financé l'observatoire volcanologique. Mais on ne sait pas l'utilisation de ces fonds-là, même si on n'est pas impliqué directement dans la gestion de ces fonds, puisque il n'y a pas 6 mois, d'ailleurs 3 mois, que les prestataires de l'OVG ont marché, puisqu'ils ne voulaient plus de directeur général de l'OVG au niveau de Goma. Les dossiers, on ne sait pas, c'est classé sans suite. Alors, il y a le plan de contingence qui a été mis en place, mais aucune action qui a été, en deuxième lieu, aucune action n'a été menée dans la communauté en termes de prévention. Puisque dans le lancement de ce plan, on avait fait un exercice de simulation. Mais le plan n'était pas vulgarisé dans la communauté. Le plan prévoyait 3 sites d'évacuation de la population.
Parmi ces sites, il y a Gisenyi, il y a le Mogoma, il y a aussi Sake. Mais vous allez comprendre avec moi qu'au Mogoma là-bas, il n'y a même pas aucune tente prévue pour recevoir la population qui est évacuée des zones touchées par les volcans. Au niveau de Sake, c'est la même chose. Alors, par rapport à Gisenyi, au Rwanda là-bas, vous allez vous retrouver, il y a hier soir là, c'est quand la population voulait traverser par force que la population s'est trouvée bloquée au niveau des deux barrières séparant Goma et Gisenyi. Pourquoi? Puisque la diplomatie n'a pas collaboré directement avec les pays voisins. Ça, c'est un problème au niveau de la politique. Là, le ministère des Affaires étrangères devait s'impliquer pour ménager des efforts pour prévenir et en cas de catastrophe, impliquer directement les pays voisins pour protéger cette population évacuée. Voilà un peu en quelques lignes les défis qu'a connu le plan d'évacuation, puisque vous allez comprendre avec moi, hier soir, pendant que le directeur général faisait la surveillance, c'est lui-même qui prend des échantillons du lave là-bas et il l'amène au niveau de l'observatoire. Vous comprenez combien ça impacte en termes de protection des civils. Voilà un peu en quelques lignes, d'une manière vague, la problématique que connaît l'Observatoire volcanologique de Goma. Donc, je vais me résumer par la sécurité. Il y a la prise en charge du personnel au niveau de l'Observatoire, mais aussi l'engagement de l'autorité locale, provinciale, nationale et régionale dans la protection des civils, quoi. Voilà un peu. Merci beaucoup, M. Raphaël. Je vois M. Emmanuel qui demande la parole. Vous avez la parole, M. Emmanuel. Ouvrez le micro. OK. Bonjour. Oui, avant, parce que moi, je suis le président de Semokda Kundiaji à Idako. Et pour la Ligue des Noirs et des Africains, mon frère, Aïbobo pour toi. Et par contre, l'essentiel, et j'aimerais savoir, est-ce que le ministre de l'Environnement, s'il est là, parce qu'il y a OCHA à travers les Nations Unies, et pour ce genre de situation, il y a toujours une commission qui travaillait avec le gouvernement et les sociétés civiles. Et c'est pour cela, et dans l'IBD, et j'aimerais savoir plus des choses techniques, parce que c'est vous qui êtes sur le terrain, et surtout parce que le ministre de l'Environnement, je ne sais pas si c'est lui aussi qui est le ministre de l'Énergie et de la météorologie, c'est très important. Et avec OCHA, à travers OCHA, et il y a des aides humanitaires, non seulement on peut apporter pour les gens qui sont affectés par, je peux dire, cet incident, mais il y a un suivi, une continuité de protection qu'on peut mettre en place pour pouvoir, avec, je ne sais pas comment l'administration s'est fait là-bas, avec l'État régional et l'État, je peux dire central, pour pouvoir reloger ces gens-là, parce qu'ils ne peuvent pas continuer à reloger dans l'endroit où il y a l'éruption volcanique. Et en même temps, c'est ma femme, mais c'est mes collègues aussi qui est une représentante au secrétariat et de notre organisation qui le représente au sein des Nations Unies. Et elle voulait dire quelque chose, je le passe. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas il est quelle heure là-bas. Bonjour Aïbobo. L'Afrique, premièrement, c'est... Vous vous présentez d'abord, s'il vous plaît. Présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis la femme de M. Emmanuel Saint-Louis. En même temps, je suis la vice-présidente de l'organisation. Et je suis congolaise aussi et je suis africaine. Et nous tous, notre but, c'est la liberté de notre peuple et l'évolution, le changement de notre peuple. C'est vraiment ça, en fait. Je voulais poser juste une question. En fait, c'est que le monsieur vient de dire, est-ce qu'il y a des météorologues qui travaillent, est-ce qu'il y a des météorologues dans ces zones?
Deuxièmement, pourquoi ils n'avaient pas déplacé les habitants qui habitent là-bas? Comme il a dit que non, il n'y a pas tout ceci. Le problème des volcans, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je me rappelle que c'est un problème qui revient de temps en temps. Pourquoi ils laissent toujours les habitants rester là-bas, au fait? Pourquoi ils ne déplacent pas les habitants? Où se trouvent les géologues ou les casques bleus, bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas des policiers aussi, des techniciens locaux, des policiers de notre pays, au fait? Je veux dire, c'est triste de voir comment Congo est comme ça. Le Congo pleure parce qu'on ne porte pas la sécurité, on ne prend pas soin de notre pays, au fait. Notre peuple meurt comme ça, comme s'il manque de la valeur. C'est triste. Même si aujourd'hui on porte la nourriture, mais la situation sera toujours là. Et quelle est la solution qu'on peut porter par rapport à cette situation qui date pas d'aujourd'hui, en fait? On est des panafricains, bien sûr, mais même si on porte la nourriture, les gens n'ont pas besoin seulement de la nourriture. Ils peuvent manger. Imaginez-vous si quelqu'un est malade, il a mangé, mais ça ne sera pas suffisant seulement la nourriture. Il a besoin de suivi, il a besoin d'un endroit plus bien hygiène, je ne sais pas. C'est ça qui est important. Mais quand je comprends bien, je vois que même là où ils sont, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas les endroits. Vous savez, le pays voisin peut le recevoir, mais pourquoi les pays voisins? Pourquoi pas nous-mêmes? On est tous des Congolais, bien sûr, le pays voisin, on connaît tout ça, mais sur place, pourquoi pas nous créons quelque chose de durable, en fait, qui va permettre ces gens la plus bénéficier des soins, des suivis, de l'éducation, de toutes choses qui sera bien pour leur avenir, au fait. C'est ça, il faut baser par rapport à ça, au fait. La nourriture, là, c'est urgent, je suis d'accord. Mais parlons pas seulement de ça, parlons aussi de quelque chose qui sera durable pour les années à venir. Et qu'est-ce que nous allons faire pour ces volcans qui durent déjà, à laquelle les politiciens de nos pays ne font pas grand-chose par rapport à ça. Parce que si ça dure encore jusqu'à aujourd'hui, je vois que c'est quelque chose qui n'est pas résolu, à laquelle ils ne considèrent pas, malgré la mort, malgré le sang qui coule, ils ne prennent pas ça vraiment au sérieux. Alors, nous qui se lèvent par rapport à ça, ça nous tient au cœur, on pleure par rapport à ça. Si on peut faire quelque chose, qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ça, au fait? C'est exactement ma question. Qu'est-ce que nous pourrons faire? La nourriture, le vêtement, il y en a ici, on peut porter, mais ça, ce n'est pas vraiment quelque chose qui sera durable. Il faut manger la nourriture, demain, ça ne sera plus. Mais qu'est-ce qu'on peut porter? Qu'est-ce qu'on peut créer qui va rester durablement, en fait? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. On a compris, madame. Merci beaucoup pour cette préoccupation. C'est le cœur d'une Congolaise qui parle et on te comprend. Je crois que tout ça sera dans la mission que le président de la commission, Egouti Béhanzin, va mener sous la supervision de Majesté, qui demande la parole depuis tout à l'heure et qui va aussi peut-être essayer de nous éclairer par rapport à tout ça. Majesté, vous avez la parole. Oui, merci. Je suis un peu plus touché par la dernière réaction. La Congolaise. Oui. Je crois qu'il y a des enfants tout autour qu'il faudrait les enfants qui veulent saluer. Et donc, je disais que les deux provinces sont actuellement en état de siège. Et pour que le pays arrive à cet état de siège, ça veut dire que le dossier est allé à un niveau inacceptable. C'est ça. Tout à l'heure, on vous parlait de la mort de l'ambassadeur italien. Je ne sais pas si vous suivez les événements, ça fait écho dans le monde entier. L'ambassadeur qui avait été tué. Mais c'est pour dire que c'était dans une zone fortement insécurisée. De la même manière que si aujourd'hui, tel que les relèves, nous ne sommes plus, à ce moment ici, on n'est pas dans le jugement. Les pourquoi, on n'a pas dit, on n'a pas fait. Quand on sait déjà qu'on est dans une zone déstabilisée où plus rien ne peut plus fonctionner, ça s'englobe dans ça.
donc, le plus important pour l'instant, comme je disais, j'avais rappelé, j'ai rappelé que nous sommes dans 2 provinces qui sont en état de siège. État de siège, c'est-à-dire qu'ils sont passés dans un gouvernement militaire. Le terrain est militarisé à fond parce qu'il faut ramener la paix. Et pendant que le chef de l'État prend cette décision sanitaire pour essayer de ramener une stabilité, pour sécuriser cette population qui était déjà en débandade générale, cette population qui était tuée dans tous les sens, tous les jours, vous avez suivi, même des enfants bénis, qui finalement étaient assiégés la mairie pour dire, s'il vous plaît, demandez au chef de l'État de venir. Ça veut dire que c'est les débordements des exactions. Vivement la décision du chef de l'État. En prenant cette décision de sécuriser l'entité par un état de siège, c'est pour qu'une fois pour toutes, la paix revienne et que les différents fonctionnements normaux puissent prendre place. Malheureusement, voici venu les dégâts naturels. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des tsunamis. Quand ces histoires apparaissent parfois, malgré vos préventions, quand la nature reprend les choses en main, elle vous surprend. Et donc, nous n'irons pas dans ça. Le plus important en ce moment ici, et le sens de cette conversation ici, c'est voir comment rapidement, en termes d'urgence, apporter de l'humanitaire. Je crois que c'est ce qui est important de réfléchir dans ce sens-là, en termes de médicaments, en termes de nourriture, sensibiliser le plus possible ceux qui peuvent pour que dans ces moments ici, des catastrophes humanitaires, voilà qu'on nous a déjà raconté que rien que les véhicules qui devaient faire déplacer les gens dans la précipitation ont provoqué des morts. Et donc, si déjà dans les véhicules, ça a provoqué des morts, c'est ce qu'on a vu. Mais dans les forêts, où diverses entités coutumières ou divers villages sont en train de vite courir dans cette vitesse, combien il n'y a pas d'enfants qui sont humiliés à gauche, à droite. C'est ce qu'on appelle catastrophe humanitaire sur les différents paramètres. Maintenant, en ce moment, réfléchir sur l'accord. Que faire rapidement? Les autres paramètres, oui, on verra ça plus tard. Mais je crois que quand on est dans un état de siège, les réponses sont déjà là. Parce qu'ils ont une commission, ramener la paix pour ramener le fonctionnement normal des institutions. Réfugiés, nous avions eu en 1994 autant de réfugiés de l'opération turquoise qui ont fait le plan RDC aux Américains. Et donc, tout cela est l'ensemble. Comment faire? Je pense que d'abord dans l'humanitaire, et puis nous reviendrons puisque la commission prendra place. Et l'occasion, tout en allant d'abord en humanitaire, pourquoi pas juste après, aller aussi en apport, en soutien à cet état de siège, en parlant au niveau des lobbying international. Nous ne sommes pas ennemis avec le Rwanda, ni avec tous les pays voisins. Mais comment revivre cette ambiance de solidarité des populations quand il y a une fusion des uns et des autres? Ce sont autant de sujets de bazar qui doivent être mis en place avec des apports extérieurs. C'est ça qui va aider à ce que nous allons dans des solutions à long terme. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur les catastrophes humanitaires en place et donner des solutions appropriées. Je crois que c'est ce qui est important. Voilà, c'est ce que j'ai voulu, tout en vous encourageant de ne pas vous fatiguer. L'Afrique est à nous, nos terres congolaises sont à nous, personne ne nous arrachera. La solidarité des entités des pays du bassin et de cette solidarité des populations et des communautés africaines est de mise. Mais nous devons recadrer que cela se passe dans la solidarité de l'ambiance africaine, que cela ne se passe pas dans l'ambiance de la francophonie et du Commonwealth, que chacun veut avoir son terrain de contrôle. Non, nous devons garder les rapports de solidarité entre les continents, nous devons garder les rapports de solidarité entre les races, entre les communautés, chacun chez lui, mais tous ensemble. Je vois que c'est le combat d'ailleurs que tout le monde mène, et c'est là que nous pouvons approfondir par effectivement l'implication des autorités traditionnelles qui sont rendues dans des temples, des coutumes et des terres africaines. Voilà. Merci et toutes mes bénédictions.
Merci beaucoup, Majesté, pour cette brillante intervention. Je crois que là, nous allons aller à la fin de cette réunion parce que j'ai vu que Madame la vice-première ministre n'a pas pu se connecter. Alors, nous allons mettre en place les comités. On va soumettre le document à Majesté pour qu'il puisse, en plus de tout ce que nous allons faire, qu'il puisse aussi nous aider à pouvoir commencer par prendre une audience auprès de la vice-première ministre chargée de l'environnement quand nous allons descendre avec la commission, avec M. Bouti Béanzin, qu'on commence d'abord par voir la vice-première ministre avant de descendre sur le terrain. Comme ça, on pourra commencer par à Kinshasa avec l'audience avec la vice-première ministre et puis après, nous pourrions faire la continuité de notre mission. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé à cette réunion qui a été débordée de 30 minutes. Nous vous présentons nos excuses et nous allons vous envoyer tous les éléments pour que nous puissions recevoir les dons de chacun et puis constituer l'équipe qui va descendre rapidement à Kinshasa, qui seront reçus par Majesté et toute l'équipe qui est sur place, de manière à ce que nous puissions mener cette mission. Et nous croyons que notre victoire est certaine parce que notre cause est juste. Vive l'Afrique, vive la RDC. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir, Altesse. Au revoir, Altesse. Au revoir. Altesse royale, au revoir. Je t'envoie maintenant les coordonnées pour faire venir les dons et puis nous allons faire suivre ça pour la RDC. Et merci beaucoup pour toutes les personnes qui vont participer. Madame Isabelle, j'avais vu, vous avez soulevé la main, mais on est déjà en retard. Ce sera pour la prochaine fois. Allez, bonne soirée à tous. Merci à vous tous. Au revoir. Ouais, Majesté. Au revoir. Merci. On va bientôt arriver à Kinshasa, là. Oui. On attend les nouvelles. Je suis l'hymne national. Ok. On va laisser l'union qui fait la force. Donc, on le sait.